émissions de CO2 mondiales sont dues à la fabrication du ciment. Pour fabriquer du ciment, il faut monter à 1450 degrés, chauffer du clinker, c'est une énergie colossale. Et une tonne de ciment libère une tonne de CO2. Donc déjà, voilà, les données, donc, il faut les avoir en tête. Donc le retour à la Terre est une évidence. On la trouve partout, sous nos pieds. Il n'y a pas de fabrication, il n'y a pas de transport. Alors bien sûr, si on est dans la logique du circuit court. C'est un matériau qui est recyclable à l'infini. C'est un matériau qui est déclinable de multiples façons, et on verra comment les anciens l'ont décliné, et comment aujourd'hui on peut encore le décliner. Il est étonnamment moderne par ses qualités, inertie, qualité microthermique. Olivier donc reviendra sur cet aspect. C'est un matériau qui est 100% écologique. C'est un matériau qui nous offre aussi une grande sécurité. On est dans une société de normes aujourd'hui qui nous impose beaucoup de prudence. Eh bien, on rappelle que la Terre, c'est une ingénierie de 11 000 ans. C'est une expérience de 11 000 ans. Et on rappelle aussi que la Terre est un béton. C'est un mot qu'on emploie souvent et on l'associe souvent à ce béton, on va dire, industriel. C'est un béton naturel composé de granulats, sable, gravier, cailloux, et d'un liant, un liant naturel qui est l'argile, qu'on va trouver en quantité plus ou moins importante. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les particules les plus instables sont l'argile. Ce sont aussi les particules les plus fines, inférieures à 2 microns. Elles sont sujettes au gonflement et au retrait. Et on va dire cette qualité d'instabilité a été parfaitement intégrée dans la construction de pans de bois torchis, qui tient compte justement que le sol peut bouger et qu'on est dans la souplesse. Et c'est peut-être aussi quelque chose qui fait évoluer l'idée qu'on peut avoir de la solidité aujourd'hui, qui est associée souvent à dureté. La solidité n'est pas forcément la dureté, ça peut être aussi la souplesse. Donc voilà. Alors, depuis la nuit des temps, l'homme a utilisé ce béton pour construire son habitat, et la mise en œuvre de ces terres, parce qu'on parle de la terre, mais il faudrait mettre un S, ça serait plus logique, ces terres donc, qui ont donné naissance à des architectures d'une grande richesse, avec une grande variété de formes et de fonctions. Alors, les principales techniques de construction en terre en France, on est en train de faire l'inventaire au fur et à mesure. Ça, c'est une carte qui émane d'un congrès qui a eu lieu avant le congrès Terra 2016 de Lyon. C'est un congrès à l'échelle européenne auquel nous avons aussi participé et qui avait lieu à Marseille, qui était intitulé Terra Incognita, pour ceux qui s'en souviennent. Donc c'est une carte qui est en cours d'évolution puisqu'elle repose sur l'inventaire que chacun peut, on va dire, compléter au fil de ses découvertes. Et c'est en se promenant, en se déplaçant sur notre territoire qu'on découvre quelquefois que dans telle région, il y avait tel type de construction qu'on avait oublié. Donc on voit que les cas techniques donc, sont répertoriés aujourd'hui dans 42 départements. C'est le torchis, la bauge, le pisé et la daube. Alors ces éléments de patrimoine se rencontrent aussi bien dans les zones rurales que dans les zones urbaines. C'est important de le dire parce que c'est souvent attaché au monde rural, mais ce n'est pas que. Et ce ne sont pas seulement des habitations de pauvres, là aussi c'est important de le préciser, ce sont des châteaux, ce sont des églises, ce sont des manoirs. Donc important de dire que la terre elle a été utilisée dans beaucoup de typologies très différentes. Alors on voit ici, donc, alors, le torchis, c'est une technique mixte qui fait appel au charpentier, puisqu'en fait c'est une technique de rodissage, de remplissage. Et les trois autres sont des techniques de construction avec des murs porteurs, massifs, comme on peut maçonner dans d'autres types de construction. On voit que la bauge est plutôt l'ouest de la France, d'autres petites régions dans la région de Clermont-Ferrand, on peut trouver de la bauge. Le pan de bois torchis, on va le trouver partout parce que c'est la plus ancienne des techniques. Et on va dire, dès le Moyen-Âge, on construit comme ça. Donc on a encore des restes un peu partout en France de ces types de construction en torchis. Et puis le pisé, alors le sud, bien entendu, la région de Clermont-Ferrand, pisé aussi. Voilà, donc un peu ces éléments. Alors si on les prend dans le détail, chacune de ces techniques, on voit que la daube, donc les premières briques, c'est pas du jeune, puisque elles apparaissent au 8e millénaire avant Jésus-Christ. Alors on continue encore aujourd'hui à fabriquer des blocs de terre à la main, de cette façon, dans certains pays qu'on dit en voie de développement. Blocs de terre moulés à la main et souvent mêlés de paille et séchés au soleil. Alors aujourd'hui, il y a des machines qui permettent de faire évoluer la fabrication. Ce sont des machines qui vont compacter de façon très très forte les éléments et qui vont donner des qualités, on va dire, supplémentaires à cet agrégat. Et dans ce cas-là, on va parler de BTC. BTC, bloc de terre compressé. Voilà.
Et on est aussi dans la préfabrication quelque part, puisqu'en fait ces techniques sont très coûteuses en main-d'œuvre, donc en temps. Et aujourd'hui, c'est effectivement un des obstacles majeurs qu'il faut faire sauter pour essayer de faire rentrer un petit peu ceci dans le monde de la construction industrielle. Le torchis est une technique donc sans doute la plus vieille, je l'ai dit. Il peut être allégé aujourd'hui, puisqu'on recherche la performance thermique. On va mettre beaucoup de liant végétal et on aura un torchis très riche en paille et peu en terre. Il est souvent protégé par un enduit ou un badigeon de chaux. Alors, je n'aime pas employer le mot de fragilité, mais il faut dire que la terre n'est pas fragile, mais elle a un comportement qui ne va pas bien avec l'eau. Donc, il faut la mettre à l'abri de l'eau. C'est le problème de l'architecte de l'époque, qui n'est pas un architecte, mais qui connaît, on va dire, la technique qu'il pratique et qui va faire en sorte de faire durer ce matériau qui ne doit pas être exposé à l'agression, on va dire, du temps et du climat. Le bioclimatisme, c'est ça. Donc il est souvent protégé par un enduit. On voit ici le soubassement qui est un élément très important aussi pour protéger les parties bois et les parties terre des remontées d'humidité venant du sol. Hein. Alors des exemples en Picardie. Alors c'est un très bel exemple dans un état de déshérence inquiétant, parce que c'est un village qui est fait d'exemples comme ça, d'une beauté extraordinairement rare, maison qui n'est pas habitée, et qui va certainement disparaître d'une façon ou d'une autre quand on vendra le terrain pour construire autre chose à la place, et qui mériterait d'être protégée d'une façon et restaurée et habitée. Mais voilà un très bel exemple de construction en torchis dans la Somme, avec une évolution au cours du temps. On s'aperçoit que ces maisons ont évolué au cours du temps. Il y a eu à un moment donné, quand on a abandonné le chaume et qu'on est passé à l'ardoise chez nous pour la couverture, sur incitation des autorités, pour lutter contre les feux, le paysan qui a eu du mal à accepter cet abandon du chaume, puisque ça ne lui coûtait rien, et là il fallait qu'il achète sa couverture, il a quand même gagné quelque part en volume pour engranger. Les combles n'étaient jamais faits pour être habités à l'époque. Hein. On s'en servait comme espace de stockage. Et donc on a créé un surcroît, c'est ce qu'on voit aussi au niveau des bâtiments. À partir de l'ancienne chaumière, la pente a été relevée. Voilà. Et on voit que l'enduit disparaît au fil du temps. Il faudrait, même si la maison n'est pas encore trop atteinte, remettre un enduit pour protéger ces murs en terre. Et là, vous avez un autre exemple de bâtiment qui, lui, a été restauré, que l'on a fait inscrire à l'inventaire des monuments historiques. C'est important aussi de le dire. C'est des bâtiments qui peuvent rentrer dans la catégorie des monuments aujourd'hui. On n'en parle pas assez. C'est ce que j'ai dit à la conférence des grandes associations du patrimoine. Il n'y a pas un patrimoine, il y a des patrimoines multiples et variés. C'est l'ensemble qui est monumental. Et donc c'est un moulin. Voilà. L'architecture donc met en scène le matériau en tenant compte de ses caractéristiques. L'enduit de chaux ou le badigeon, c'est une fonction de protection, mais c'est aussi une fonction de distinction. On a l'habitude, dans la maison paysanne, qui est un outil de travail avec différents éléments, de distinguer la maison des hommes de l'abri des bêtes, de celui des récoltes et des matériels. Donc on va utiliser, on va dire, cet enduit pour justement affirmer cette distinction au niveau des fonctions du bâti. Et puis vous avez des techniques, alors chez nous en Picardie, c'est des planches posées à clin, ça peut être aussi des matériaux de couverture, ici c'est ce qu'on appelle la panne picarde, de la tuile ou de l'ardoise, qui vont servir aussi de protection. Et ça peut être simplement un simple lait de chaux, sachant qu'un simple lait de chaux, ça peut durer 20 ans. Alors ça aussi je le dis parce que c'est très petit en épaisseur, c'est pas l'épaisseur qui compte. Et on reblanchissait régulièrement ces façades avant la fête du Saint-Patron. Ça faisait partie du rituel traditionnel du village. Alors, même technique appliquée aux murs de clôture. On va avoir de très beaux murs comme ça, mais très rares, parce que c'est des murs d'abord qui empiètent sur l'espace public, avec le contreventement. Donc, les maires n'aiment pas trop. Aujourd'hui, on parle d'alignement. Il faut aligner. Voilà. Et c'est des murs qui ne sont plus entretenus. Donc, quand ils le sont, on s'aperçoit qu'on fait appel à des matériaux qui n'ont rien à faire dans la logique originelle, parpaing. On est vraiment dans l'abandon des savoir-faire. Mais bon, il a le mérite d'exister. Il mériterait d'être protégé par son enduit, parce qu'il va se dégrader gentiment. Et vous voyez le couvert qu'il faut. La toiture, c'est le chapeau. Et le soubassement, c'est les bottes, comme on dit. Une bonne botte et un bon chapeau pour protéger la maison. Un mur comme ça à refaire, c'est prohibitif. Quand il est tombé en ruine, c'est sur les longueurs que ça représente, c'est très coûteux, donc il faut les entretenir. Alors des constructions qui parfois en disent long sur leur histoire. Les maisons, je les aime bien parce qu'elles sont parlantes, quand on sait les faire parler. Eh bien, je vais vous donner la parole là-dessus. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette construction? N'hésitez pas,
Rapidement, parce qu'on n'a pas trop de temps, sinon je vais vous donner la réponse. Oui, on se croirait en Chine. On se croirait en Chine. Alors je peux vous dire que c'est un type de pan de bois qu'on n'a jamais rencontré nulle part. Hein, quand on fait une typologie, quelque part, même Raymond Bayard, ça je pense qu'il ne l'a jamais vu, parce qu'il n'a pas été partout, et il ne l'a jamais dessiné. Raymond Bayard, c'est un des fondateurs de Maison Paysanne de France, et puis c'est surtout le fondateur et l'animateur de la délégation de l'Oise que j'anime aujourd'hui à sa place. C'est un exemple de recyclage et de réemploi en lien avec l'activité très identitaire de la région, qui était une activité de tissage. Ah, oui. Chez nous, on est encore une région de liniculture. Hein, le lin, il y en a partout. Le problème, c'est qu'il n'est plus tissé chez nous. Le lin, il est tissé en Chine. Mais autrefois, il était tissé chez nous, dans les ateliers, dans les maisons, dans les familles. Et il y avait quelquefois des ateliers qui employaient différentes personnes, etc. Et là, vous avez un recyclage des anciennes structures des métiers à tisser, qui ont été réinvestis pour construire le surcroît de ce bâtiment au moment de l'abandon du chaume et quand on est passé à l'ardoise. Alors c'est vraiment un morceau d'ethnologie que de rencontrer une bâtisse comme ça, parce que c'est d'une richesse extraordinaire, à tous les niveaux. Alors je ne sais pas si elle existe encore, malheureusement. Alors il faudrait repasser de temps en temps pour vérifier. Hein. Voilà. Alors de la terre crue à la terre cuite, la concurrence de la brique, hein, depuis le 19e, la brique, on a vu qu'elle a fait son entrée dans le monde de la construction, c'est la modernité. Et donc quand on va avoir à restaurer ces bâtiments très anciens qui méritent de l'être au fil du temps, c'est les parties basses souvent qui sont altérées, eh bien on ne va pas rester dans la logique originelle, on va passer à la logique du maçon et on va oublier celle du charpentier. Donc on va utiliser de la brique. Et là on voit bien ce bâtiment, il a été restauré au 19e avec une brique industrielle et il était à l'origine complètement donc abandon des techniques, abandon des savoir-faire. Le pisé, utilisé pour la première fois à Carthage en 814 avant Jésus-Christ. C'est une technique de béton de terre, avec une terre différente de celle des limons argileux qui servent à faire le torchis, puisqu'en fait on utilise une terre avec beaucoup de cailloux. Hein, et les cailloux, ça va entre 2 mm et qu'est-ce que je dis oui, c'est ça, et 10 mm. Hein. Donc voilà, donc c'est quelque chose d'assez, les graviers, c'est quelque chose d'assez consistant. Et à l'aide de ces agrégats, riches en cailloux, on les voit ici, on va compacter dans des banches. Vous avez une vieille gravure qui montre comment on faisait les banches, par petites couches, par petites levées qui ne doivent pas faire plus de 15 cm de haut pour qu'on puisse, avec le bisoir, avec la dame, bien tasser tout ça. C'est une terre qui est légèrement humide, à peu près 8% d'humidité, hein, pour mettre en cohésion tous ces agrégats. Et on va monter petit à petit, donc on voit ici les couches quand on va débancher, et on va avoir de superbes murs qu'on voit fleurir aujourd'hui, d'ailleurs, puisqu'il y a une construction en pisé, pas très loin de la Défense. On a réussi à introduire du pisé dans une école maternelle. C'est quand même formidable, à la Défense, pas très loin. Hein. Alors le pisé, vous voyez ce que ça donne quand on débanche, eh bien, on voit les traces de la technique constructive avec les points de fixation. Vous voyez qu'on a harpé les angles, c'est une technique, hein, donc il faut protéger tout ce qui mérite de l'être, solidifier. Et puis les larges des bords de toiture, parce que le bon chapeau. Hein, voilà. Et la terre, on voit ici au premier plan la terre avec c'est la terre, la maison sort du sol. Hein, la terre très caillouteuse, la terre à piser n'a rien à voir avec la terre à torcher. La bauge, mode constructif attesté dès le 7e siècle. On va faire des murs monolithiques, ça peut être banché ou pisé, comme le pisé, je veux dire, simplement édifié à la fourche ou à la main, en faisant des levées successives de 50 à 80 cm maximum, hein, sur un soubassement maçonné, toujours pour écarter de l'action de l'eau. Là, on voit un chantier en cours. La terre est la même que pour le torchis. Hein, c'est une terre limoneuse avec, on va dire, 15 à 20% d'argile maximum. Une architecture qui utilise les ressources locales pour répondre aux différentes fonctions. Alors ça, c'est des exemples de murs en bauge que j'ai pris chez nous, en Picardie. La bauge est réservée chez nous aux murs de clôture. On ne construit pas des maisons en bauge. Peut-être qu'il y en a eu, mais j'en ai plus vu encore debout. Par contre, il y a des murs, il y a des linéaires de murs en bauge magnifiques qui sont mal entretenus souvent. Lorsque le couvert disparaît, le mur finit par fondre au fil du temps. Alors on va mettre en œuvre ce qu'on va trouver comme produit pour faire le solin, on va dire. Alors c'est de la brique, c'est du silex chez nous, ça peut être aussi du moellon calcaire. Donc on utilise les ressources locales. On s'en sert aussi à toutes les sauces de la terre pour faire les plafonds.
Ça, c'est un chantier qu'on a mené à bien, donc à Beauvais, c'est notre siège. On a sauvé de la ruine une petite maison qui s'est avérée être du XVe siècle, plus ancienne maison, début du XVe siècle, plus ancienne maison civile de Beauvais, qui devait être rasée et que notre association a démonté et a cherché des sponsors pour pouvoir la remettre et l'offrir aux Beauvaisiens. Beauvais est une ville d'art et d'histoire et donc aujourd'hui, cette maison trône dans le quartier historique, au pied de la cathédrale, entre le mur d'enceinte gallo-romaine et cette magnifique cathédrale. Et c'est notre siège de Maison Paysanne de France, délégation de l'Oise, qui accueille chaque année plus de 6000 visiteurs. Donc voilà, c'est une maison des savoir-faire. Alors donc ça consiste à faire ce que vous voyez ici, qu'on appelle des quenouilles chez nous, ou des fusées, le vocabulaire il change aussi selon les régions, avec des gaulettes de bois trempées dans la barbotine de terre et de fibre. On va juxtaposer ces gaulettes sur l'entrevous, remplir avec comment dirais-je, de la terre et avoir un plafond complètement fermé avec des qualités thermiques et phoniques extraordinairement modernes aujourd'hui. Quand on a des plafonds comme ça, il faut les garder. Et les anciens mettaient de la bourre animale dedans, du poil de bête. Ça aussi, difficile à trouver aujourd'hui. Alors donc remettre à l'honneur les matériaux inventoriés, transmettre les savoir-faire traditionnels. Depuis plus de 54 ans, c'est l'œuvre de Maison Paysanne de France et c'est la contribution dont j'ai parlé tout à l'heure que nous avons portée au colloque mondial des architectures de terre à Lyon, en Picardie. C'est un exemple qui concerne l'Oise, mais on aurait pu prendre d'autres départements qui travaillent aussi sur ce thème, puisque les constructions en terre, il y en a partout en France, et les délégations de maisons paysannes ont travaillé partout en France pour faire avancer, on va dire, l'idée que ces techniques et ces savoir-faire doivent être partagés parce qu'elles constituent un patrimoine fragile et parce qu'humain, et que ce patrimoine est la condition nécessaire à la transmission de tout ce qui est matériel. On parle beaucoup de l'argent, comment dirais-je, des crowdfunding et tout ce qu'on fait aujourd'hui. L'argent, c'est bien. Encore faut-il être en capacité de l'utiliser correctement. Quand les gens viennent nous voir chez nous, ils nous demandent des savoir-faire. Et force est de constater qu'on n'a pas de liste à leur proposer. On a souvent les doigts de sa main et quelquefois on a trop de doigts pour répondre à leurs demandes. Il n'y a pas assez de formation à ces métiers du bâti ancien. Donc voilà, on a mis déjà en Picardie une filière de torchis prêt à l'emploi, ça c'est important. Il fallait que la personne qui veut y restaurer puisse se procurer son matériau, comme on va acheter son parpaing aujourd'hui, on va acheter son torchis quand on a un chantier, donc ça c'est déjà une chose. On a fait classer un certain nombre de bâtiments emblématiques pour montrer que le patrimoine, c'est pas forcément les châteaux seulement ou les grands monuments, c'est aussi tout ce qui va autour. Et donc on a réussi à faire intégrer un moulin du 18e, un manoir, dépendance d'une maison, d'une abbaye du Moyen-Âge, du XVe siècle, avec des encorbellements sculptés magnifiques, un atelier de serger, tissage, donc activité très importante, et puis un atelier de forgeron du XVIIIe aussi avec sa maison. Donc des activités très importantes dans nos villages qui étaient autrefois animés par ces métiers qui pendant des années donc, ont fait la réputation et ont permis d'assurer la subsistance de nos villages. Et le point d'orgue, ça a été le déplacement de cette maison, le sauvetage, démontage de cette maison du XVe siècle qui aujourd'hui trône au pied de la cathédrale de Beauvais, qui a failli disparaître dans l'anonymat complet si l'association n'avait pas dit « halte là, cette maison on la connaît, on n'a pas envie qu'elle meure et donnez-nous les moyens de la faire vivre ». Voilà, donc voilà l'action que nous avons portée. Donc partager la culture, c'est aussi aller au-devant des particuliers et leur montrer qu'aujourd'hui, il est très facile de se lancer dans, on va dire, dans cette dynamique de mettre la terre en scène sur les bâtiments qui sont nombreux et qui méritent d'être restaurés. Et on voit que nous sommes très sensibles aux jeunes publics qui viennent souvent avec beaucoup de plaisir travailler la terre. On a souvent des demandes et nous répondons à chaque fois que possible à ces demandes aujourd'hui. Donc voilà. Alors, un autre élément très important sur lequel on a travaillé, et c'est l'objet aussi du choix de la thématique de cette conférence, c'est que pendant 4 ans, MPF a fait partie du comité de suivi terre crue mis en place à la DHUP, Direction de l'urbanisme, de l'habitat et des paysages, au ministère de l'écologie. Et pendant ces 4 années, la mission qui nous était confiée, c'était d'élaborer de façon écrite les règles de l'art, comme on les appelle, dans les 6 techniques identifiées en France comme étant, on va dire, principalement utilisatrices de la terre. Alors, la bauge, je l'ai dit tout à l'heure, le pisé, le torchis, le terre-paille, les enduits de terre, etc. Tout cela, aujourd'hui, fait l'objet d'écrits. On sait que les règles de l'art, auxquelles on fait souvent référence d'ailleurs, sont du domaine de l'oralité, comme tout ce qui était tradition,
C'était pas écrit, c'était simplement tu vois comment on fait, puis tu apprends. Si tu es capable de comprendre, eh ben, tu seras comme moi. C'était ça en fait, hein, la transmission. Et le compagnonnage aujourd'hui, c'est un peu ça aussi, mais avec un niveau peut-être d'excellence et un peu plus efficace par rapport au contenu. Mais on continue là-dedans, mais c'est marginal le compagnonnage. C'est devenu quelque chose d'élitiste parce que les gens nous disent mais continue à avoir des savoir-faire, les compagnons ils existent, mais oui, mais dans les chantiers du commun, les compagnons ne sont pas là. Ils sont sur les grands monuments parce qu'on a besoin d'eux. Et il n'y a pas beaucoup non plus de main-d'œuvre, on va dire, compétente pour travailler sur ces grands monuments. Donc il y a vraiment une misère. Alors aujourd'hui, on a donc ces documents, au bout de 4 années, qui permettent aux professionnels et aux assureurs surtout d'avoir une base qui permet d'assurer les chantiers qui souvent ne sont pas forcément assurables. Parce qu'on ne sait plus, parce qu'on ne veut plus, parce qu'on ne veut plus prendre de risques. Et à un moment donné, des chantiers sont bloqués. Donc le but est de lutter contre cette dictature de la norme. Et aujourd'hui, on a mis, on va dire, un coin un petit peu dans cette société très bloquante au niveau des normes. C'est aussi le jeu des lobbies, hein, la norme. Et il faut rentrer dedans, il faut essayer de faire bouger un petit peu les lignes. Et vous avez, aujourd'hui, on a tiré quelques exemplaires des guides de bonne pratique, les 6 guides, et je vous invite à venir les découvrir et les acheter au prix modique de 18 €. C'est vraiment quelque chose de très important pour faire avancer ce travail. Et nous avons eu beaucoup de mal à nous mettre autour de la table parce que la France, je disais tout à l'heure, c'est un pays de chapelles. Il y a beaucoup de chapelles en France différentes. Et là, on a essayé de construire une église pour réunir toutes les chapelles. Et apparemment, ça fonctionne puisqu'on a construit, au terme de ce travail qui nous a permis de nous rencontrer, de nous connaître et de nous respecter, une confédération de la construction en terre qui a été enregistrée donc fin 2018, qui fait partie de cette volonté de créer aujourd'hui une filière dans la logique de la terre. Donc voilà, il y a un PNT, un PNTR aussi, je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose qui est en cours. Un PNTR, c'est une labellisation officielle qui montre aussi que les pouvoirs publics s'intéressent au sujet, qui est en cours donc de développement, un projet national terre auquel nous contribuons et auquel tous les acteurs de la terre contribuent pour faire avancer la cause de ce matériau qui est étonnamment durable. Voilà. Je vais terminer sur le dernier point aussi. Il est important que nous nous rencontrions. J'ai parlé tout à l'heure des chapelles qui quelquefois nous maintenaient dans nos domaines d'expertise et de certitude. Et bien quelquefois on s'aperçoit qu'on n'a pas la vérité, qu'il faut aller vers les autres pour enrichir sa connaissance. Les scientifiques donc sont en partenariat aujourd'hui avec nous sur un projet dont l'acronyme est ici BOCH. Alors c'est pas tellement parlant, ça veut dire bâti ancien. U, c'est le coefficient C, chaleur, et H, humidité. Il s'agit de mesurer, de caractériser, on va dire, par rapport au flux de chaleur et d'humidité, les parois en pan de bois des maisons construites de ce type chez nous, dans les Hauts-de-France, et comme vous avez vu la carte de France, un peu partout. Donc on est en train de travailler avec 2 laboratoires, le CERT, qui sont des théoriciens attachés à l'Université de Créteil, qui sont chargés de faire des mesures in situ, et qui ont mis au point aussi un logiciel pour traiter tout ça. Et un laboratoire de chercheurs, le LERMAB, spécialiste du bois, attaché à l'Université de Lorraine, qui eux sont spécialistes du bois, et ils ont mis en place dans une cellule climatique un panneau en pan de bois torchi qu'on a construit à leur demande avec des qualités de terre différentes pour pouvoir justement faire des mesures qui soient exploitables ensuite et qui puissent permettre d'avoir un discours qui valide la qualité, on va dire, écologique de ce matériau qui mérite aujourd'hui de rentrer dans la modernité. Donc voilà, j'en ai terminé pour ma partie. Je vous remercie de votre attention. Je vais passer la parole à Olivier. Voilà, et puis tout à l'heure. Donc je suis la personne de droite, Olivier Berthaud, artisan du bâti ancien et délégué pour Maison Paysanne de l'Aube. Moi je pratique le torchis, puisque c'est le matériau qui est dans ma région. Et donc la question qu'on se posait, à l'heure actuelle en France, pourquoi on construit encore en terre crue ? Et c'est, pour l'anecdote, c'est la question que m'a posée Aruna, c'est un de mes anciens stagiaires qui vient du Mali. Et il m'a dit, mais vous, en pays occidental, pourquoi vous construisez encore en terre crue ? Parce que nous, oui, mais pourquoi vous ne construisez pas en ciment, en béton, alors que vous avez les matériaux ? Et effectivement, ça m'a interrogé, parce que pour lui, le ciment, c'est un matériau riche, et nous, on n'a pas du tout les mêmes modes de vie. Nous, ici, la main-d'œuvre, elle est chère, et donc construire en terre crue, c'est cher pour nous, c'est un matériau de riche chez nous.
Donc pourquoi on construit en terre crue à l'heure actuelle? D'une part, pour restaurer dans les règles de l'art, on va utiliser le matériau qui va être le plus adapté aux bâtis anciens. Donc on a des matériaux de substitution à l'heure actuelle. Par exemple, pour le torchis, on peut remplacer par un béton de chanvre. Quand c'est au mieux, au pire, ça peut être fait avec de la brique ou du parpaing, mais là, ça peut devenir catastrophique pour la suite. Et puis, on utilise aussi la terre crue pour le neuf. Là, ici, vous voyez, c'est le Conservatoire européen des échantillons de sol, qui dépend de l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique, qui est à Orléans. Et la décision, elle a été politique, de créer un bâtiment neuf en pisé. Donc c'est le matériau, il est ancestral, mais là, la technique appliquée, elle a été moderne. C'est-à-dire que vous voyez ici, le soubassement, c'est du béton armé, béton de ciment. En revanche, l'élévation, elle a été faite en terre crue. Du coup, on a quelque chose de très massif qui conserve parfaitement l'hygrométrie et la thermique du bâtiment et qui permet de conserver les échantillons à une température constante. La terre crue actuellement aussi dans la construction parce que c'est une réponse à la notion de développement durable. Le développement durable, ça a été défini comme la rencontre entre trois entités, le pôle environnemental, le pôle économique et le pôle social. Environnemental, obligatoirement, la terre crue, évidemment, surtout si on la consomme en local, ça a des caractéristiques environnementales de protection, puisqu'il n'y a pas du tout de cuisson. Économique, parce que c'est un matériau qui est peu cher, évidemment. Derrière, on a la main-d'œuvre, donc ça augmente les tarifs. Et puis, c'est à des vertus sociales, parce que c'est très, très fédérateur, notamment pour les chantiers d'insertion. La terre crue aussi, aujourd'hui, dans la construction, parce que c'est un choix engagé. C'est un choix. C'est un choix du propriétaire, déjà, un choix de l'artisan qui décide de mettre en œuvre ses pratiques. Ça peut être un choix du prescripteur, par exemple l'architecte des bâtiments de France ou les maîtres d'œuvre, les architectes. Un choix également des fabricants de se mettre à fabriquer de la terre crue. Et ensuite, un choix, bien évidemment, dû aux qualités intrinsèques du matériau. Un choix engagé du propriétaire, pourquoi? Parce que pour construire en terre, il faut déjà avoir une sensibilité particulière. Tout le monde n'est pas sensible aux matériaux terre. Il y a des gens qui vont préférer vivre dans un pavillon en parpaing. Ça arrive. Si, je vous assure. À l'heure actuelle aussi, on a une clientèle qui est informée, évidemment à l'ère du numérique, des blogs, des vidéos, etc. On a des gens qui sont sensibles et informés. Quand les personnes ont des biens qui sont assez anciens, elles ont généralement envie de préserver ce bien à long terme. Donc, elles vont faire le choix d'un matériau pérenne qui est la terre. À partir du moment où c'est bien entretenu, la terre est éternelle. Un choix de confort aussi, parce que, évidemment, dans un bâtiment en terre crue, on ne vit pas forcément comme dans un pavillon avec de la laine de verre et du placo. Et ça, c'est un choix. On ne peut pas vivre à l'heure actuelle dans quelque chose, dans un bâti ancien, avec autant de confort qu'un pavillon moderne, bien que. Ensuite, un choix économique, mais là, la chose à faire, c'est de décortiquer les factures. Parce qu'évidemment, ça peut être coûteux en restauration, en construction initiale, mais, comme je vous l'ai dit, c'est fédérateur. On peut faire des chantiers participatifs. On a des bâtiments qui peuvent être très massifs, donc qui gèrent très bien l'hygrométrie. On a donc besoin de moins chauffer. On n'a pas forcément besoin d'isolation. Donc tout ça, c'est à mettre dans la balance pour voir si, effectivement, c'est valable de construire en terre crue. C'est un choix de l'artisan aussi, c'est un choix engagé de faire de la terre crue. On est peu nombreux en France à pratiquer ça. On a envie que ça se développe, mais c'est encore assez confidentiel. Pour nous, artisans de la terre crue, c'est un véritable partenariat avec le client déjà. Parce que il faut penser le projet globalement, il faut respecter des temps d'application, des temps de séchage, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. On a une volonté de travailler dans les règles de l'art. Les règles de l'art, c'est-à-dire une congruence entre
L'environnement, ce qu'on a autour du bâti. Le bâti, s'il est intégré à son environnement, est-ce que le bâti il est conforme aux matériaux de construction locaux? Le choix d'un matériau plutôt qu'un autre, je vous ai parlé du béton de chanvre. Voilà pourquoi on construirait plus en terre crue qu'en béton de chanvre. Ça, c'est un choix. Un choix économique aussi, puisque effectivement, donc, le matériau terre crue, il est peu coûteux à la base, ce qui permet de valoriser le travail de l'artisan. C'est-à-dire que la matière première, elle n'est pas très chère, on va y passer des heures, à la fin, le coût peut être le même, mais l'artisan va plus s'y retrouver au niveau du paiement de sa main-d'œuvre. Et ça, c'est très très important. L'envie de valoriser, effectivement, aussi un savoir-faire typiquement local et ancestral. Après, on se peut poser la question des garanties décennales. Nous, artisans, quand on fait de la terre crue ou de la chaux, on sait parfaitement que la garantie décennale, on la paye pour rien. Parce que quand c'est fait dans les règles de l'art, ça peut durer 50, 100 ans sans problème. C'est un choix aussi engagé des prescripteurs. À l'heure actuelle, effectivement, on est en train de mettre en place le guide de bonne pratique. On a envie que ce soit assurable parce que les prescripteurs ont besoin d'assurance. Nous, artisans, on sait que... un peu de pub. On sait que le matériau va durer. Sauf que pour un prescripteur qui a des assurances, un architecte, pour lui, ça va être compliqué. Donc il y en a qui osent, qui prennent les assurances à leur compte, qui savent que si ça foire, c'est pour eux. On a un bilan carbone proche de zéro quand la terre elle est locale, évidemment. À partir du moment où il y a du transport, le bilan carbone il s'envole. On a une commande encore timide parce que le matériau il est méconnu. On ne sait plus l'utiliser. Dans les écoles d'architecture, à part principalement l'école d'architecture de Grenoble, c'est peu enseigné la terre. C'est un matériau qui est fragile, mais qui est réparable. À partir du moment où il n'est pas stabilisé à la chaux ou au ciment, comme ça peut se faire, ce matériau-là, il ne fait pas de prise comme un liant, comme un ciment ou un plâtre, il fait un séchage. C'est-à-dire que dès qu'on le remouille, on peut le réutiliser. Donc on peut le réparer à l'infini. Et ensuite, les temps de réalisation. Pour un architecte, le planning, c'est essentiel. Pour nous, artisans de la terre crue, ça se fait quand ça se fait, quoi. Donc, par exemple, du torchis, on sait que les enduits, on ne va pas les faire dans la foulée. On va être obligé d'attendre d'une saison sur l'autre. Donc voilà. Du béton ou du ciment, ça va être complètement différent. Un choix des fabricants également, parce que, évidemment, il y a une demande, donc il faut répondre à la demande, donc il y a de plus en plus d'offres. C'est un choix économique, puisque la terre crue, si on vend un sac de chaux ou un sac de ciment, on a besoin d'une transformation, d'une cuisson, donc ça coûte cher, alors que la terre crue, il y a juste un broyage à faire, un ensachage, et puis derrière, il y a juste à commercialiser. Donc c'est au bénéfice pour les fabricants. Et puis, à l'heure actuelle, on a une mécanisation et une industrialisation. Une mécanisation, pour exemple, le bâtiment neuf que je vous ai montré en photo tout à l'heure, en pisé, ont été utilisées des banches métalliques comme on utiliserait pour du béton de ciment, pour du béton banché, coulé, et puis un pisoir pneumatique, donc on n'a plus à taper à la main. C'est mécanisé. Une industrialisation aussi dans le sens où on peut préfabriquer. Le pisé peut être préfabriqué en atelier, puis amené en camion, utilisé avec une grue et assemblé comme des Legos. Donc pour ce genre de structure, le pisé c'est idéal et l'effort humain il est quand même moindre. La nanotechnologie s'en mêle à l'heure actuelle. On a des industriels, des professionnels de la terre crue, qui commencent à développer des polymérisations avec de l'argile. Alors, on est en droit de se poser la question si c'est vraiment une évolution géniale, est-ce que ça va sauver l'humanité, ce genre de choses, ou est-ce que c'est une dénaturation d'un matériau qui est bien à part.
À l'heure actuelle, par exemple, la technologie HP2A fabrique des bétons à base d'argile qui sont aussi résistants que des bétons à base de ciment. La question de la réversibilité m'interroge, moi, de savoir si ces matériaux-là pourront être réutilisables à l'infini, comme on le fait actuellement avec de la terre. Voilà, c'est des questions, les réponses sont ouvertes, évidemment. Donc le choix de la terre crue, c'est aussi dû aux qualités intrinsèques du matériau en lui-même. Comme l'a dit Gilles, l'important pour nous, constructeurs de terre crue, c'est d'avoir des bonnes bottes, donc éviter les remontées d'eau capillaire, et puis les eaux de rejaillissement, et un bon chapeau, c'est-à-dire un bon débord de toit pour protéger la terre crue, puisqu'évidemment elle est sensible à l'eau. J'ai envie de rajouter à l'heure actuelle un bon revêtement à cause des normes. La réglementation thermique 2012, qui est applicable aux bâtiments neufs, préconise certains types d'isolation, d'étanchéité à l'air, avec des haies, des résistances thermiques élevées. Ce genre de réglementation ne s'applique pas aux bâtiments anciens, sauf que il y a un tel lobbying à l'heure actuelle que tout est appliqué, tous les matériaux sont appliqués sur les mêmes supports. Or, de la terre crue, ça ne se comporte pas comme un mur en parpaing, notamment un mur neuf. Donc là, à l'heure actuelle, il y a un petit peu tout qui est fait n'importe comment, et c'est bien dommage, puisque à long terme, ça risque d'engranger plus de pathologies que de soins au niveau des bâtiments. Comme il y a du crédit d'impôt derrière, les gens ont plus facilement tendance à aller vers ce genre de choses. Ce matériau local, donc, il est réutilisable à l'infini, notamment quand il n'est pas stabilisé. Et puis, il a beaucoup d'autres qualités, notamment une excellente tenue au feu, puisque certaines maisons à pans de bois sont même enduites avec du torchis avant d'être badigeonnées avec de la chaux, pour protéger les bois justement de la combustion. Une excellente capacité d'absorption de l'eau, évidemment, puisque le principal ennemi, c'est l'eau. À partir du moment où on a un bâtiment en terre crue qui est sec, son premier réflexe, ça va être de capter de l'humidité. La nature n'aime pas le vide. Donc dans un bâtiment en terre crue, on va avoir une excellente régulation hydrique, ce qui fait qu'on a une sensation de confort naturellement. C'est-à-dire que à partir du moment où vous avez un bâtiment qui est sec, vous n'avez plus besoin de le chauffer autant qu'un bâtiment qui est humide. Un bâtiment humide, vous êtes obligé de le faire sécher et ensuite de le chauffer. Là, ici, on n'a pas besoin. Une excellente inertie aussi, ce qui procure un confort thermique et phonique, puisqu'on a des murs lourds et massifs. On parle de fragilité, mais comme l'a dit Gilles, effectivement, on a un matériau qui est très souple, qui s'adapte aux déformations, par exemple, du terrain, notamment à l'heure actuelle, avec les problèmes de réchauffement climatique, et on a vu des canicules comme cet été. Les terrains argileux bougent, les bâtiments bougent. L'avantage de la terre crue, c'est que ça suit le mouvement. Donc, on a une ductilité, une souplesse. En revanche, effectivement, c'est peu résistant à l'abrasion. On ne peut pas trop planter de cuisine équipée dans un mur en terre crue parce que ça résiste mal à l'arrachement. On peut avoir du cisaillement, mais quand c'est bien entretenu, on a une durée de vie qui est supérieure au béton de ciment. Le béton de ciment, à l'heure actuelle, la durabilité, c'est environ 100 ans. Là, on commence à refaire les maisons art déco, art nouveau, parce qu'en plus, il y avait des problèmes d'enrobage d'acier, etc. Mais voilà, les données constructeurs, de fabricants de béton de ciment, nous donnent 100 ans de vie. Si c'est bien entretenu, même quand c'est mal entretenu, un bâtiment en béton de terre, ça dure beaucoup plus longtemps. La terre crue, ça demande de la réflexion. Avant de faire de la terre crue, on est obligé de réfléchir. On réfléchit avant d'agir parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a des règles à respecter qui sont très simples, mais il y a besoin de les respecter. Pour construire en terre crue, il faut du courage, parce qu'à l'heure actuelle, il faut oser, évidemment, on sort des sentiers battus, même si c'est pour faire de la terre battue. Et ça demande une notion de partage,
parce que c'est très difficile de faire des chantiers de terre crue seul. On est obligé d'avoir de la main-d'œuvre, et donc c'est un terreau fertile pour les chantiers d'insertion. La petite photo là, c'est une grange du XVe siècle qui a été démontée, reconstruite en chantier d'insertion, et le matériau qui a été préconisé, c'est la reconstruction en torchis. Et là, on est fédérateur, on est sur quelque chose avec des sens de partage. Ça offre une forte identité. Comme l'a dit Gilles, effectivement, c'est le visage de nos villages. L'extérieur, voilà, on a besoin d'identité. On ne peut pas, comme à l'heure actuelle, avoir du pavillon qui est identique partout pareil. La terre crue, c'est un vrai vecteur d'identité. Ça offre un esthétisme et une intemporalité incomparable, évidemment, parce que ça vieillit bien. Vous regardez des pavillons qui ont 40 ans, voilà, vous savez de quoi je veux parler. C'est une aventure humaine, effectivement. Donc on a mis en œuvre la Confédération de la construction en terre crue, qui là fédère tous les acteurs de la terre crue. Donc on sait qu'il y a une dynamique, et on espère que ça va faire des petits. En parlant de petits, voilà, c'est un vrai jeu d'enfant. On a fait un projet avec des maternelles pour construire la maison des 3 petits cochons en torchis. Voilà, les enfants de 3-4 ans, ça peut construire en terre crue. Donc voilà, les professionnels, ils ont largement de quoi faire. Ceci, à l'idée des petits cochons, c'est discutable. Voilà, et puis d'autres possibilités avec la terre crue, par exemple, voilà, on a à gauche un four à pain. Les qualités d'inertie font qu'on peut construire un four à pain et l'isoler, lui donner une inertie avec de la terre crue. Voilà, merci de votre attention.